jeudi 28 octobre, il est 19h passé de 2 minutes, vous êtes sur la première, le moment des actualités en Polynésie. Voici les titres de notre soirée. Le SWAC, bientôt une réalité, une prouesse technique. L'idée, chercher de l'eau au fond de l'océan pour réduire écologiquement la facture d'énergie de l'hôpital. Une prouesse technique unique sur le territoire national. D'ici à la fin de l'année, tout va fonctionner. Il manque juste une connexion à ce jour. Malgré la pluie, le premier jour de la foire d'octobre a connu une fréquentation respectable. Les clients sont là, une centaine d'exposants aussi. Il y a un peu de tout pour les désirs de consommation. Cet événement est un soulagement pour les professionnels. Les restrictions sanitaires, vous le savez, interdisaient la foire, ont été levées lundi dernier. Nous y ferons un tour. Il n'est peut-être pas nécessaire de réussir pour entreprendre, mais néanmoins, il faut une force et une foi et ne pas avoir peur. Les femmes du Fénois n'hésitent plus. Une entreprise sur trois est ici dirigée par une dame. Portrait croisé de 2 battantes dans notre journal. Et si la femme était l'avenir de l'entrepreneuriat? La question n'est pas saugrenue. Notre invitée, Karine Rouvier, a son idée. Elle est la présidente des femmes chefs d'entreprise en France. Elle est en tournée en Polynésie depuis une semaine. À tout à l'heure pour l'interview. Ras-le-bol des vols de la vanille. Ce véritable fléau porte un préjudice énorme aux producteurs. Les autorités agissent bien sûr. Une nouvelle loi de pays, une réforme au sujet de la vente de vanille pourrait être d'un grand secours, comme l'idée d'un traçage des produits pour entraver le comportement délictueux. Nous le verrons tout à l'heure à la fin de ce journal. Et une histoire incroyable pour commencer ce journal. Écoutez bien, le plus gros lot de l'euro-million a été gagné. C'est ici, en Polynésie. Le chiffre, plus de 26 milliards de francs. La gagnante a une trentaine d'années. L'incroyable, c'était sa première grille de loto. Elle n'avait jamais joué. Elle a fait un flash. L'ordinateur a choisi pour elle les numéros. Un peu plus de 2000 francs misés et le jackpot. Elle en avait le pressentiment, d'ailleurs, elle avait dit à son grand-père « Pour mon premier jeu, ce sera le gros lot », c'est donc Banco. Au-delà d'aider sa famille, elle souhaite désormais mettre sa fortune au bénéfice de l'enfance défavorisée du pays. Pour faire face, elle sera accompagnée par l'équipe de la Française des Jeux. La responsable de cette unité est venue de Paris, elle s'appelle Isabelle Césari et elle répond à Guédienko. Notre rôle, c'est d'accompagner les gagnants, les grands gagnants, dans cet événement qui est un événement majeur. Il y a toujours un avant et un après. Donc on est là à leur côté, évidemment, pour fêter cet événement au moment de la remise du gain. C'est un moment qui est très important, qui est festif. Et puis ensuite, pour les accompagner dans le temps, on est d'une des seules loteries au monde à proposer ce type d'accompagnement, avec notamment des ateliers collectifs, thématiques, qui permettent aux gagnants de se retrouver, d'apprendre des informations et puis d'échanger entre eux également. Bravo donc à cette gagnante. Un autre chiffre pour continuer ce journal important aussi, mais moins important que les 26 milliards, 3,7 milliards, c'est l'investissement et ça suit harmonieusement donc pour le SWAC. Cela veut dire que tout va bien, les délais n'ont pas trop connu de retard et c'est super car il est quasiment prêt ce SWAC après 2 ans de travaux. Vous savez que cet outil exceptionnel est une première sur le territoire de la République. Il va permettre à l'hôpital une sacrée économie sur sa facture d'énergie. Les connexions seront faites a priori d'ici la fin de cette présente année. Le point avec Juliane Favenec et Patita Savea. On est ici dans l'antre du dispositif. Tout se passe dans ce local sous terre où a été mis en place un système innovant, le SWAC. Son but, utiliser l'eau de mer comme source froide pour alimenter la climatisation. Voilà, donc on a l'eau de mer qui arrive depuis 900 mètres de profondeur par derrière et qui passe dans ces canalisations ici jusqu'aux pompes pour ensuite arriver sur les échangeurs. C'est là où tout se passe et donc c'est là où se fait le contact entre l'eau douce et l'eau de mer, où le froid se fait et ensuite l'eau de mer est rejetée derrière dans le lagon. Et c'est là que commence le circuit de l'hôpital où en fait en entrée on a l'arrivée de l'hôpital et ensuite on a le départ qui va venir apporter la climatisation. Il aura fallu pas moins de 2 ans de travaux pour arriver à ce résultat, mais il reste encore une étape, la jonction entre le réseau du dispositif et celui du CHT. La canalisation du SWAC arrivant de ce côté, la canalisation du CHPF terminant à cette extrémité-là. Aujourd'hui, il ne nous reste plus qu'à connecter les 2 réseaux pour que l'eau du SWAC, l'eau glacée du SWAC puisse alimenter le CHPF. Et on va juste mettre une brise en fait, qui va permettre de joindre les 2 réseaux. C'est une opération de nuit que l'on va effectuer puisqu'on doit effectivement vidanger une partie de nos réseaux pour permettre au SWAC de se connecter sans encombre. Après 6 mois de retard liés à la crise Covid, la mise en service est prévue début décembre. S'il a coûté 3,7 milliards de francs, en partie financé par le pays, ce système devrait permettre à l'hôpital de faire d'importantes économies. D'abord, il va pouvoir réduire d'1/3 son empreinte carbone, puisque vous le savez aujourd'hui, notre établissement est l'établissement, la structure la plus énergivore de la Polynésie. Nous allons bien sûr, dans l'accompagnement de la politique de transition énergétique du pays, pouvoir diminuer cette empreinte carbone et donc faire des économies d'électricité
d'électricité, qui vont également se traduire sur un apport, en tout cas une forme d'allègement de nos charges d'exploitation, puisque nous estimons environ 100 millions, 120 millions à l'année les économies et les coûts qui seront supportés en moins par l'établissement du point de vue de sa consommation d'énergie. Le retour sur investissement est prévu sur 10 ou 15 ans. En attendant, une fois installé, ce SWAC commercial sera le plus grand du monde et l'hôpital pionnier dans ce type d'innovation. Et dans ce journal, on parle d'eau encore, mais cette fois-ci, on regarde le ciel et il fait ses caprices. Il pleut. Certes, ce n'est pas le déluge, mais cette eau venant en abondance crée ici et là quelques désagréments dans la vie quotidienne des gens. Éboulements, troncs d'arbres sur les routes, des servitudes. Les autorités municipales ont eu recours à leurs équipes techniques, notamment du côté de Faoné, Paya ou encore Papara. On continue ce journal avec la foire, et cela comme un air d'avant, celui des rassemblements commerciaux. La foire d'octobre commence aujourd'hui. Ses étals, la voix de ses vendeurs et le regard aiguisé des chalands qui cherchent la bonne affaire. Une centaine d'exposants. Et là, il n'y avait pas plus de place pour cause de Covid, vous le savez, mais le rendez-vous était attendu. Les visiteurs sont venus. Ario et Tefana et Juan Poutourou pour le reportage ce matin à Mamao. À l'inverse de la pandémie, la pluie n'a pas empêché l'ouverture de la grande foire d'octobre. Les stands sont colorés et ornés pour le plus grand bien des exposants. Les salons sont de retour et ça fait plaisir. C'est une bouffée d'oxygène, hein. Tu ne peux pas savoir, on est quand même content parce que bon, on galère quand même pour vendre nos produits, hein. C'est ça. Là, on est soulagé, on est content. On a 5 jours de foire. C'est comme si c'est un mois de salaire comparé le marché. Comme d'habitude, le premier jour, on regarde, on cherche et on compare. Il y a de tout et pour tous. Une ambiance retrouvée par les visiteurs avec le sourire. C'est vrai que le fait que les salons aient repris, franchement, il était temps, hein, parce qu'on avait marre d'être enfermés, puis pour eux surtout, pouvoir regagner leur vie, c'est important quand même. Hein. Donc j'espère que ça va bien marcher. Ça revient cher parce qu'on a envie de tout acheter. Non, c'est super. C'est agréable de pouvoir effectivement avoir ce sentiment de renouveau, de le plaisir qu'on avait avant et on le retrouve, donc c'est très très bien. L'organisation est particulière et les mesures sont à respecter. Au maximum 100 exposants pour au moins 10 mètres carrés chacun. Il a fallu s'adapter. Le nombre d'exposants, pas plus de 100, c'est pour ça qu'on était limité. Et il y avait d'autres exposants qui voulaient venir, mais qu'on n'a pas pu les honorer parce qu'on n'avait plus de place. C'est toute une organisation parce que nous aussi, s'il n'y a pas de foire, nous, on ne travaille pas. Et même pour nos exposants, il y a beaucoup de prestataires qui travaillent aussi pour nous. Et nous, c'est un peu notre gagne-pain aussi. Hein. Du matériel de sport à la décoration, les idées cadeaux ne manquent pas pour cette fin d'année. Votre bonheur se trouve sûrement dans l'un de ces stands qui ne demande qu'à rejoindre le pied du sapin. Effectivement, Noël, ce n'est pas loin. Chapitre justice dans ce journal, une enquête en cours. C'est une information donnée par les confrères de Tahiti Info. Elle concerne Philippe Schill, l'ex-maire d'Aroué, et d'anciens conseillers municipaux. Elle s'intéresse à l'attribution de 2 subventions à la tenue d'une course de bas. Cette investigation fait suite à une plainte déposée par l'actuelle mairie de la ville d'Aroué. Également au tribunal administratif, une décision, et bien celui-ci a annulé la décision de l'État de donner la concession de l'aéroport de Faa au consortium Aegis Caisse et Dépôts. Les juges avaient été saisis par la chambre de commerce de Papeete. Nous attendons désormais de savoir si l'État fera appel de cette décision de la justice administrative. L'une dirige une entreprise de confection, de couture donc, l'autre dame une entreprise dans le bâtiment, univers singulièrement masculin. L'une et l'autre ont une fibre, un pétillement et un sens de l'engagement qui explique leur parcours, car diriger une boîte, comme on dit, est presque un acte de foi, résistance, résilience comme obligation. Elles nous content leur joie, leur galère, mais aussi le bonheur de relever des défis. Le reportage tout de suite avec notre amie Mérine Glambin. Un chantier mené de main de maître, ou plutôt de maîtresse. Ici, c'est Sandra qui donne les ordres. 20 ans qu'elle est à la tête d'une société de BTP. Elle a dû s'imposer dans ce monde d'hommes. Dans un milieu masculin, eh bien, les hommes, ils n'acceptaient pas trop cette intégration en tant que femmes dans le milieu et surtout de les commander. Mais au fil du temps, ils ont accepté et aujourd'hui, ça se passe très bien. Mais la reconnaissance manque encore. Manageuse confirmée, Sandra a été choisie pour présider la nouvelle fédération des femmes chefs d'entreprise.
Longtemps attendue, cette délégation va leur donner du poids au sein des institutions locales. Nous avons des femmes chefs d'entreprise très compétentes qui pourront éventuellement siéger dans ces instances décisionnelles qui seraient très intéressantes pour nous afin qu'elles puissent remonter toutes les informations que nous avons besoin pour justement accompagner nos femmes jeunes patentées, parce qu'il y a beaucoup de femmes patentées qui, elles, sont parfois isolées, ne savent pas qu'elles peuvent avoir de l'aide, et nous serons là pour les soutenir. Du soutien, c'est justement ce que Gianna voit dans la délégation. Couturière depuis près de 40 ans, elle gère sa boutique de tissus située à Punavia. Dans ce milieu féminin, elle est moins confrontée au comportement misogyne. En tant que femme, je n'ai pas eu de soucis dans mon business, mais c'est plutôt, j'aimerais être dans cette délégation pour pouvoir partager de véritables expériences et surtout de communication. Pourquoi pas vers l'extérieur, en France, en Europe, parce que j'aimerais bien quand même exporter. Aujourd'hui, 13 000 femmes dirigent des sociétés en Polynésie. Elles sont un pilier de l'économie locale et méritent d'être entendues. Eh bien, on poursuit sur le sujet justement avec d'autres invités. Karine Rouvier, bonsoir, merci d'être avec nous ici à Pamataï. Vous êtes la présidente des chefs d'entreprise en France. Vous êtes en visite depuis une semaine ici en Polynésie. Alors, quel est le pouls de l'entrepreneuriat féminin ici à Tahiti, dans les îles? Comment vous avez senti nos femmes qui avancent au nom d'entreprise? Bonjour, donc j'ai effectivement depuis 8 jours eu l'occasion de rencontrer pas mal de femmes chefs d'entreprise en Polynésie. Ce que j'ai découvert, c'est des femmes qui sont dynamiques, qui sont très entreprenantes, qui savent où elles vont, et vraiment des femmes formidables qui ont un vrai esprit entrepreneuriat, et ça c'est très intéressant. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à faire pour leur donner un peu plus d'ambition, et vraiment des femmes qui mettent des choses en place et qui ont besoin par contre de se resserrer, qui ont besoin de se retrouver entre elles, et mon association que je représente, je pense, va beaucoup les aider. Travailler en réseau, s'épauler, parce qu'il y a vraiment une dynamique féminine à votre avis sur le territoire? Alors, sur le territoire national et hors national, oui, il y a une vraie dynamique auprès des femmes chefs d'entreprise. Les femmes chefs d'entreprise ont besoin de se retrouver, elles ont besoin d'échanger, on a besoin de partager nos problèmes, nos réussites aussi. Oui, il y a vraiment besoin de se fédérer entre nous avec un esprit militant, mais un esprit militant pas activiste, bien sûr, mais un esprit militant qui nous permet vraiment de faire avancer la conscientisation des femmes pour qu'elles prennent l'ampleur de la richesse qu'elles produisent. Pour nous, c'est quelque chose qui est important, qu'elles comprennent en fait, toutes les femmes chefs d'entreprise, qu'elles comprennent qu'elles créent de la richesse et qu'elles ont un poids économique, même si c'est mineur. Elles ont besoin de faire ressentir ça autour d'elles, en fait. Quand vous voyez qu'ici, en 2019, sur les créateurs d'entreprises, 50% ont été des femmes, ça vous donne espoir? Ça veut dire que les jeunes femmes n'ont plus peur d'aller vers ce monde, souvent qui demande de la bataille, de boxer, parce que l'entreprise, c'est un combat. Alors l'entreprise, c'est un combat, oui et non, c'est un combat sympa, parce qu'on ne se bat pas toujours contre les gens, on rencontre des clients sympas, on a des fournisseurs avec qui on fait des bons partenaires. 50% de femmes chefs d'entreprise qui se lancent, oui, c'est une bonne nouvelle. C'est pas un combat, mais c'est une très très bonne nouvelle, et j'envie toutes ces femmes qui en fait se décident un jour à passer le cap, parce qu'entre je ne suis pas chef d'entreprise et j'ose le devenir... Ça a été votre cas, parce que vous avez aujourd'hui une entreprise avec 200 employés, vous étiez comptable, vous avez décidé un jour... de tout larguer, d'avancer, quoi. On peut le faire. Un jour, j'ai décidé, oui, voilà, que ma liberté et mon indépendance étaient prioritaires, et du coup, j'ai effectivement racheté une entreprise pour un euro symbolique, une petite entreprise que j'ai fait grossir en moins de 10 ans. On est passé de 4 à pratiquement 150, et aujourd'hui, on est 200. Je suis aussi dans le milieu du BTP, milieu d'hommes aussi. Donc, je fais du désamiantage, j'ai une société de transport de produits dangereux, une métallerie, etc., etc. Et les valeurs, c'est important pour vous. Quelles sont les valeurs, justement, de l'entrepreneuriat au féminin? La différence souvent entre l'entrepreneuriat au féminin et l'entrepreneuriat au masculin, parce que ça n'existe pas ce terme, très souvent on mesure nos entreprises, on nous dit qu'on a des petites entreprises. Moi j'ai tendance à dire qu'on a des belles entreprises, parce qu'en fait en termes techniques, une belle entreprise, jusqu'ici on a communément admis qu'une belle entreprise c'est une qui fait du chiffre d'affaires, qui a des salariés, qui fait du bénéfice. Et moi j'ai rajouté en fait une belle entreprise, c'est celle qui a des valeurs qui correspondent aux dirigeants. C'est-à-dire que ça c'est souvent très féminin, on aime que nos entreprises ressemblent à nous en fait, qu'elles aient nos valeurs. Et donc pour moi une belle entreprise c'est une entreprise qui est pérenne et qui correspond à nos valeurs. Et voilà la différence. Pour conclure en 10 secondes, vous allez créer ici une délégation parce que votre structure associative est dans un réseau mondial, il y a plus de 5
500 000 adhérentes. Tout à fait. Et c'est bientôt la délégation ici, vous avez espoir? La délégation, ça y est, elle est officiellement lancée. Donc on a déjà des adhérentes qui ont commencé à s'inscrire. On a un site internet FCE France et en fait on s'inscrit. Sandra, que vous avez vu, qui est dans le BTP, est la présidente et je suis vraiment très fière de ça, le fait qu'elle prenne ça en charge. Merci beaucoup et bon retour à Paris puisque vous partez demain matin, je crois. Merci beaucoup et j'aurai plaisir à revenir vous voir. Merci beaucoup, Madame Rouvier, pour être venue ici dans les studios de la Première. La mairie de Punaouia interdit la baignade du restaurant Red jusqu'à la pointe de Nouroa, en cause une fuite sur une canalisation. Elle passe sous le viaduc de la Punarou et elle charrie des eaux usées. Les équipes techniques ont rapidement pris les choses en main pour tenter de colmater les éventuels dégâts. Eyata Stein de la SEM Vaitama nous dit tout sur le processus. Actuellement, une ligne de vie a été installée ce matin et notre exploitant, la Polynésienne des eaux, est en cours pour vérifier les fissures longitudinales qui se situent sur la canalisation et inspecte l'ensemble. À Bora Bora, 2 jours pour une collecte de déchets électroniques et électriques, c'est sous le grand chapiteau. Cette action est mise en place de manière régulière sur l'île. Elle permet aux habitants de pouvoir déposer facilement leurs produits qui n'ont plus d'usage et cela fonctionne de manière éclairée et intéressante. La balance dit d'ailleurs l'adhésion populaire. En une seule journée aujourd'hui, 300 kilos récoltés. Milton Doom est à l'origine de l'action en tant que vice-président de l'association. Il répond à notre correspondante Rosana Mayotta. On récupère tout ce qui ne marche plus. Donc, pour exemple, il y a des unités centrales d'ordinateurs, il y a des écrans, il y a des imprimantes, il y a des tablettes, des ordinateurs portables et aussi tout ce qui est chargeur qui vient avec. Donc, il y a aussi les électroménagers, comme les aspirateurs, ventilateurs. On ne prend pas les gros électroniques comme les machines à laver ou les frigidaires. Et ensuite, il y a aussi des télés. Alors, les télés, les écrans d'ordi ou même les ordis qu'on peut réparer avec un collègue de l'association, on va les remettre en état et seront ensuite distribués à des familles, des foyers nécessiteux. Notez bien, ça continue demain du côté de Bora Bora. Le vol de la vanille est un fléau. Le pays, au travers de la vice-présidence, veut réagir. Les professionnels ont rencontré le ministre de l'Agriculture, c'était aujourd'hui à Taha. Une organisation technique et administrative pourrait dissuader les voleurs. L'idée, la traçabilité de la vanille. Seuls les agriculteurs avec une carte seraient autorisés à la vendre. Une idée qui fait son chemin, même si certains s'interrogent. Iti Manaki, notre correspondant, était à la réunion de l'Epic Vanille. Voici son reportage depuis Taha. C'est à cause de différents vols de vanille sur Taha, plus d'1,5 tonne qu'est sortie cette loi. Une loi visant à tracer la vente des produits du terroir et à la contrôler. Rien que cette année, c'est une vingtaine de producteurs qui se sont fait voler. C'est donc une très bonne chose selon ces acteurs du secteur primaire, une loi qui les protégerait. Notre famille a eu ce problème de vol pendant 4 ans. Et ça a été duré. On a cherché des moyens. Comment faire pour trouver ces gens qui viennent voler les vanilles? Peut-être avec cette loi-là, on va voir. On va commencer l'année prochaine, comme l'a dit Emma. Peut-être. Une loi contestée pour certains car une carte d'agriculteur est obligatoire pour désormais commercialiser ses produits. Une carte accessible à partir de 58 heures de vanille, mais la partie irritante du sujet est bel et bien l'aide à la retraite. Choisir entre être retraité ou vaniculteur professionnel, c'est le prix à payer pour pouvoir bénéficier de ce sésame. L'agricole, c'est un peu le sujet qui fâche, parce que nous avons des producteurs qui sont retraités, qui ont bénéficié d'une aide à la retraite et qui ne sont pas contents parce qu'ils ont de la vanille et ils veulent vendre aussi leurs produits. Bon, on a expliqué qu'il faut choisir, soit tu acceptes que tu aies une aide du pays par la retraite, soit tu te mets en tant que producteur de vanille mais professionnel. L'obligation, ça a choqué pas mal de monde, parce qu'on a eu l'habitude de commercialiser notre production sans tenir compte de cette histoire de carte. Il en ressort que cette loi de pays doit être revue pour que tout le monde y trouve son compte. Une prochaine réunion est prévue pour le début de l'année prochaine. Et l'Epic Vanille aimerait voir la production augmenter à nouveau. L'objectif 100 tonnes par an autour de l'année 2025, soit 4 fois plus qu'il y a 10 ans ici en Polynésie.
les écoles en beauté à Wapo, car à l'engagement de la mairie et des personnels enseignants, eh bien, il y a toute une part militante d'ailleurs pendant les vacances de septembre. On l'a vu avec l'école maternelle qui a eu droit à son lifting. Et cette fois-ci, c'est l'école primaire, notamment au niveau du préau, un travail témoin de l'engagement de tous les acteurs de l'école au bénéfice de la réussite scolaire des jeunes élèves. Nous écoutons le directeur de l'école au micro de notre correspondant Lionel Taomona. Ce matin, nous sommes ici avec les enseignants de cycle 2, de cycle 3 et quelques conjoints qui sont venus nous donner un coup de main pour avancer le projet d'aménagement au sol. Donc on rentre plus dans le leitmotiv d'apprendre en jouant et d'où cet aménagement au sol, donc peinture au sol avec des chenilles et d'autres jeux. Et de la graine de talent, et celle-ci s'exprime sur le ring durant ces vacances. Les jeunes boxeurs sont en quête, celle du titre de champion de Polynésie. Cette semaine, les benjamins et les novices sont 20 à être inscrits dans la compétition. Au minimum, 5 combats prévus pour chacun d'entre eux. La semaine prochaine, catégorie chevronnée, 70 sportifs également à espérer. La boxe réunit toujours autant de passionnés ici à Tahiti. Et une idée, le troc, c'est une manière de faire société sans la médiation de l'argent. Pas forcément le souvenir d'un paradis perdu, mais une façon de définir une valeur singulière aux choses en fonction de nos croyances. À Arouet, le troc a eu sa journée. L'idée, vendre, échanger des vêtements, des livres et des jouets contre des fruits, des légumes et des plantes. Tout ceci a bien fonctionné, il y avait du monde. Jolina a eu l'idée du concept, elle est satisfaite, elle nous le dit. Cette troc partie-là, elle est exceptionnelle parce que nous avons tellement eu des dons qui, d'ailleurs, au passage, je remercie beaucoup les donateurs, les familles de Arouet, les commerçants de Arouet, les commerçants de d'autres communes. Ainsi, je remercie aussi les confessions religieuses. La troc party, c'est pour apporter du bonheur aux familles parce qu'en fait, il n'y a pas que les familles nécessiteuses, il y a aussi les familles en difficulté et il y a les familles qui plongent dans le bonheur. On les invite tous de venir à Arouet. Voilà, tout particulièrement. On s'adapte. Vous savez, les Maoris, on s'adapte à toute situation, quel que soit le temps. Et en tous les cas, il ne fait pas très chaud. Ben, c'est génial, c'est super. Belle initiative avec le sourire et ça fait toujours plaisir. 19h passées de 24 minutes sur la première et nous vous rappelons l'information incroyable de la soirée. Elle concerne le loto. 26 milliards de francs, le gain énorme, jamais égalé à l'euro-million. C'est l'histoire d'une jeune dame trentenaire qui habite ici. C'est la première fois qu'elle jouait, un flash, un peu plus de 2000 francs misés. En plaisantant, elle disait à son grand-père, pour mon premier jeu, ce sera le gros lot. Et la réalité dépasse la fiction. La Française des Jeux accompagnera la gagnante qui veut investir une partie de sa fortune dans l'aide à l'enfance du pays. Merci et bravo à elle. Les écrans de la première pour cette soirée de jeudi. La jeudi, vous le savez, c'est la famille. Nous allons retrouver nos familles dans quelques instants pour le 4e épisode. Et puis après, ce sera une série américaine, Lincoln, avec 2 feuilletons qui vous sont proposés. Restez avec nous, ne zappez pas. Le coup d'œil sur le travail de la presse écrite. Voilà, je crois qu'il y a un seul journal qui nous est arrivé, c'est Tahiti Info qui titre évidemment le record, l'euro-million. Ça va faire parler demain dans les chaumières ici au Fénois. Demain matin, la radio c'est à 5h, l'information c'est le binôme Teopo Fatupoa avec Abinera Temo Oata. Journal télévisé en français 19h comme d'habitude et c'est le retour de notre concert Cybèle Plichard. Bonne soirée sur la première avec l'espérance comme guide. Merci et à bientôt. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, internet et réseaux sociaux.